Rwanda, le parquet a requis 22 ans de prison contre l'opposante Diane Rwigara, accusée d'incitation à l'insurrection et de falsification de documents. C'était lors d'un procès qui s'est tenu ce mercredi à Kigali. Au Nigeria, au moins 16 soldats sont portés disparus après une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram contre la ville de Kukawa dans la région du lac Tchad. On en parle dans cette édition. Et puis les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis qui se sont déroulées ce mardi sont connus. Parmi les nouveaux visages faisant leur entrée au Congrès américain, Ilhan Omar, une réfugiée somalienne. Bonsoir à tous. Au Rwanda, le parquet a requis 22 ans de prison contre l'opposante Diane Rwigara, accusée d'incitation à l'insurrection et de falsification de documents. C'était lors d'un procès qui s'est tenu ce mercredi à Kigali. Le verdict de ce procès est attendu le 6 décembre prochain. Plus de précisions à travers cet élément. 22 ans de prison, c'est la peine requise par le parquet rwandais contre l'opposante Diane Rwigara, accusée d'incitation à l'insurrection et de falsification de documents lors d'un procès tenu ce mercredi à Kigali. Le parquet a également demandé 22 ans de réclusion contre sa mère Adeline Rwigara pour incitation à l'insurrection et promotion du sectarisme au Rwanda. Le verdict est attendu le 6 décembre prochain et sera rendu par une formation de 3 juges. Diane Rwigara, sa mère et sa sœur Anne avaient été arrêtées et emprisonnées en septembre 2017. Diane et sa mère ont été remises en liberté sous caution début octobre. La sœur avait retrouvé la liberté un an auparavant, les charges pesant contre elle ayant été abandonnées. Depuis son arrestation, Diane Rwigara dénonce des poursuites montées de toutes pièces et liées à son engagement politique, notamment sa tentative de se présenter à la présidentielle d'août 2017. La commission électorale avait invalidé sa candidature, arguant de plusieurs signatures falsifiées dans son dossier. Diane Rwigara avait tenté en vain de participer à l'élection présidentielle de 2017 contre le président sortant Paul Kagame, dont elle est devenue l'une des principales opposantes. Au Nigeria, au moins 16 soldats nigérians sont portés disparus après une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram contre la ville de Kukawa dans la région du lac Tchad. L'attaque a été revendiquée par le groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, l'une des factions de Boko Haram, qui a également revendiqué la mort de 15 soldats. Reportage. Les combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, l'une des factions du groupe Boko Haram, ont attaqué un marché local et une base militaire dans la soirée de lundi. Selon des sources militaires et sécuritaires, au moins 16 soldats nigérians sont portés disparus après cette attaque dans la ville de Kukawa, dans la région du lac Tchad. Les djihadistes qui ont revendiqué l'attaque et la mort de 15 soldats de la force d'intervention régionale ont pillé la base militaire, notamment le matériel médical ainsi que le marché. 2 véhicules blindés de l'armée ont été détruits. Un membre des milices civiles qui appuie l'armée dans le combat contre Boko Haram a toutefois fait mention d'un civil tué pendant les combats. Les insurgés ont attaqué la ville lundi vers 16h25 GMT et ont commencé à piller le marché et à voler l'argent des civils, particulièrement les marchands de bovins. Ils ont ensuite attaqué la base militaire, forçant les soldats à se retirer. Boko Haram a intensifié ses attaques au cours des derniers mois contre les bases militaires de Borno et de l'État voisin de Yobe, en dépit des affirmations des militaires selon lesquelles les forces régulières ont pris le dessus sur les djihadistes. En bref, en Centrafrique, près de 2 millions de personnes sur les 4,5 millions d'habitants que compte le pays nécessitent une action alimentaire urgente. Il s'agit là d'une alerte donnée par les Nations Unies dans un communiqué rendu public ce mercredi. Selon le Programme alimentaire mondial, une étude sur la sécurité alimentaire en Centrafrique au mois de septembre dernier a délivré les pires résultats depuis 2014, avec 1,9 million de personnes
nécessitant une action alimentaire urgente. Selon l'organisation, une attention et une action sont nécessaires pour prévenir une tragédie humaine. Il faut dire que les conditions nutritionnelles en Centrafrique continuent de se détériorer en raison de l'insécurité persistante. Les autorités maliennes ont lancé ce mardi à Gao, principale ville du nord du pays, le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Ceci en l'absence des combattants des groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Reportage. Nouvelle étape importante dans le processus de retour de paix dans le nord malien. Les autorités maliennes ont lancé ce mardi à Gao, principale ville du nord du pays, le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Étaient présents à la cérémonie des représentants du gouvernement, des groupes armés CMA et plateforme et de la mission de l'ONU MINUSMA. Le processus a toutefois été mis en route en l'absence des combattants des groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Cet accord entre Bamako et les rébellions à dominante Touareg, dont l'application accumule les retards, prévoit l'inclusion par le processus des combattants des groupes rebelles ou pro-gouvernementaux au sein d'une armée nationale restructurée, plus représentative des populations du Nord en particulier. Le lancement du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion est censé constituer une nouvelle étape importante vers le retour de la stabilité dans le nord du Mali, immense pays du Sahel toujours confronté à la menace djihadiste malgré plus de 5 années d'intervention militaire internationale. Avec ce processus, les combattants ont la possibilité de retourner à la vie civile grâce notamment à des programmes de formation professionnelle. Les récentes informations et autres intoxications par rapport à l'état de santé du président gabonais Ali Bongo suscitent toujours des réactions. Une situation qui pousse l'enseignant des écoles de journalisme François Bikoro à se pencher sur le cas des fake news qui sèment très souvent la confusion dans les milieux médiatiques et servent pour la plupart du temps de canaux d'intoxication. On écoute. Un chef d'État qui est en visite officielle quelque part, parce qu'il y a eu trop d'événements qui se sont succédés. Le premier étant qu'en Mondovision, on ne va pas le nier ici, monsieur le président gabonais a eu un malaise justement là où il se trouvait. Et tout le monde a vu qu'à l'issue de ce malaise, on l'a transporté dans un hôpital. Donc les ingrédients étaient faits pour que ceux qui ne veulent pas qu'il y ait un semblant de sérénité et de stabilité dans ce pays, que cela puisse prospérer au sein de la population pour d'autres projets. Donc, Sika doit rester tranquillement dans son coin, sauf qu'un certain nombre d'événements peuvent laisser croire que Sika, qui a déjà certainement d'autres incompréhensions avec l'État gabonais, ce qui est évident, c'est qu'on laisse prospérer ce genre d'informations pour donner l'impression que c'est Sika ou Vision 4 qui a donné l'information, alors que l'information a été faite par des gens qui sont très bien au courant de ce qui se passe au Gabon, qui savaient certainement qu'au plan sécuritaire, ça peut ébranler l'armée gabonaise, qu'au plan sociopolitique, ça peut ébranler les oppositions ou alors les gens qui croient à Ali Bongo Ndimba. Donc ce qui est évident, et c'est d'ailleurs l'occasion aussi de féliciter l'attitude des populations gabonaises qui sont restées sereines, parce qu'elles savaient très bien que cette information ne doit pas prospérer. Mais il ne faut pas laisser là où le problème se pose et croire que c'est plutôt Sika ou Vision 4 qui sont le problème. Le problème, c'est la situation sociopolitique à l'issue du décès d'Omar Bongo Ndimba, paix à son âme. Et vous savez très bien que la transition qui a eu lieu là-bas a laissé des séquelles tout à fait graves au sein de la population gabonaise. On peut aussi reconnaître que depuis un certain temps, le président Ali Bongo Ndimba a pu renverser la tendance dans le sens d'une sérénité, d'une solidarité autour de son magistère à la tête de l'État. Mais cela ne veut pas croire que ceux qui en veulent à son magistère, c'est-à-dire le fait qu'il ait remplacé son père à la tête de l'État, même s'il a changé de prénom, M. Bongo Ondimba pêche par une seule chose, c'est qu'il a certainement un prénom qui n'est pas celui de son père, mais il est quand même Bongo Ondimba. Ce genre de fait a déjà eu lieu même au Cameroun, en ce qui concerne la mort présumée du président de la République, M. Biya, par un activiste camerounais, notamment Diana Seme, qui avait annoncé sa mort.
Au Bénin, il a été procédé au lancement d'un ouvrage qui retrace le chemin de retour des esclaves en Afrique, intitulé Du Brésil au Bénin. Le livre a réuni d'éminentes personnalités du monde littéraire et des membres de la Fondation du patrimoine afro-brésilien au Bénin qui ont travaillé à sa rédaction. Candice Degoué. Du Brésil au Bénin, contribution à l'étude des patrimoines familiaux Agouda au Bénin. Ainsi s'intitule l'ouvrage lancé par la Fondation du patrimoine afro-brésilien au Bénin. Le thème de l'ouvrage est calqué sur la révolte des esclaves, notamment la révolution qui a eu lieu en 1830 et qui a permis le retour des esclaves noirs sur leur terre d'origine. En d'autres termes, un soulèvement qui a été possible grâce aux Agoudas. Le travail a été réalisé sous la coordination scientifique des auteurs tels qu'Alexis Adandé, Lisa Earle Castillo, Didier Huenoudé, Louis Parès et Élisée Soumoni. Nous avons voulu nous intéresser au mouvement de ceux qui sont revenus. Parce que ceux qui sont partis initialement sont supposés même ne pas revenir. C'est pour ça que nous avons des portes de non-retour. Mais ils sont revenus. Nous avons essayé de réécrire, de suivre l'odyssée de ce retour, qui n'était pas simple. Comment ils se sont organisés pour revenir, comment ils ont pu financer leur mouvement de retour, comment ils étaient organisés avant de partir de là-bas et comment ils se sont réinsérés dans la société qui était la leur. Voilà, c'est ça. Et pour faire ce travail, il faut un regard croisé. Les deux côtés, les traditions et les documents au Brésil. Ensuite, les mémoires des familles de ceux qui sont revenus, en interrogeant notamment les familles des leaders qui ont conduit le mouvement de retour. C'est ça. Et c'est pour ça que dans le livre, il y a quelques profils biographiques des familles qui sont revenues au cours du 19e siècle. Au-delà des lecteurs, ce sont les rayons des bibliothèques béninoises qui s'en sortent heureux. Avec ce livre de 110 pages, publié aux éditions Pluriel en mars dernier, et qui relate l'histoire des Afro-Brésiliens et ressort leur sens de responsabilité afin de préserver les patrimoines culturels des esclaves revenus au cours de la dite révolte de 1830. Les résultats des élections législatives américaines qui se sont déroulées hier mardi sont connus. Parmi les nouveaux visages faisant leur entrée au Congrès américain, Ilhan Omar, une réfugiée somalienne qui a remporté le siège de représentante du Minnesota lors des élections de mi-mandat aux États-Unis. Voici ses premiers mots à l'annonce de sa victoire. Je me tiens ici devant vous ce soir en tant que députée élue, une première à bien des égards. The first woman of color to represent our state in Congress. La première femme de couleur à représenter notre État au Congrès. La première femme à porter un hijab pour représenter notre État au Congrès. Le premier réfugié élu au Congrès et l'une des premières femmes musulmanes élues au Congrès. Nous nous battrons pour abolir l'immigration and Customs Enforcement, l'agence de police douanière et de contrôle des frontières du département de la sécurité intérieure des États-Unis, maintenir les familles unies, protéger les réfugiés, protéger le droit des femmes à choisir et lutter contre le changement climatique. Alors que nous luttons pour protéger nos familles d'immigrants, nos voisins, nos enfants, notre planète, nos communautés, je promets de toujours être à vos côtés. I promise to always have your back. Comme quoi, le rêve américain, il est réel. Merci d'avoir suivi cette édition. Nous sommes à la fin.